Fabrice da Silva, 34 ans, est sous contrôle judiciaire. Tous les vendredis, il doit se rendre au commissariat de Chennevières, dans le Val-de-Marne. Bonjour, contrôle judiciaire. Ce jeune agent immobilier a été libéré dans l'attente de son procès. Merci, au revoir. Il doit rentrer tous les soirs à 23h chez lui. Et s'il veut quitter la région parisienne, Fabrice da Silva doit prévenir le juge. En fait, on a l'impression de toujours être contrôlé, surveillé, que si on oublie de venir, parce que ça peut arriver, là on se sent vraiment mal, on a l'impression qu'ils peuvent revenir vous chercher, vous emmener en prison, en détention. Donc c'est vrai que c'est très dur. C'est très dur quand on est innocent et quand on n'a rien à se reprocher. Il clame son innocence. Pourtant, Fabrice da Silva comparaîtra d'ici quelques mois devant une cour d'assises, accusé d'avoir commandité dans la nuit du 13 au 14 décembre 2010 l'assassinat de Banjugu Diawara. Cet homme de 32 ans était son meilleur ami, mais aussi son associé dans l'immobilier. Alors Fabrice da Silva est-il inculpé à tort? Ou derrière cette amitié de façade, cachait-il des activités plus troubles? Avant de travailler dans l'immobilier, Banjugu Diawara, la victime, était un caïd bien connu de la police, originaire de Trappes dans les Yvelines. À 24 ans, il a déjà écopé de 5 condamnations pour des affaires de stupéfiants, des vols et des violences. Maître Pascal Bruel, son ancien avocat, brosse le portrait d'un dealer atypique qui sortait du lot. C'est un beau mec d'abord. Il était jeune, il était plutôt grand, élancé, belle gueule. Il n'hésitait pas à faire le coup de poing parce qu'il était costaud, il était solide. Et il était plutôt, j'ai envie de dire, plutôt plus intelligent que la moyenne des dealers et des vendeurs de barrettes. Et puis là, il a grandi très vite. Et très rapidement, le trafic de barrettes est devenu un trafic qui portait sur des dizaines, voire des centaines de kilos de résine de cannabis. En 2002, le jeune caïd est interpellé avec une dizaine de complices. Coupable d'avoir écoulé 400 kilos de cannabis en Basse-Normandie, Ben Diawara écope de 6 ans de prison. Il est écroué à la maison d'arrêt de Nanterre. Ce sera sa dernière condamnation. À sa sortie, il change de vie. Ben Diawara retrouve ses enfants, nés avant son incarcération, et coupe les ponts avec le milieu de la drogue. Direction le Val-de-Marne. En 2008, il s'installe dans un bel appartement du Plessis-Trévise. Selon ses amis, Ben mène une vie tranquille. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Fabrice da Silva, patron d'une agence immobilière dans la ville chic de Saint-Mandé. Il ne s'étend pas sur son passé de voyou. Fabrice da Silva lui propose de s'associer, ils se lient d'amitié. L'ancien caïd devient même un intime de l'agent immobilier et de son épouse Sabrina. Ça, c'est un montage que j'avais fait à son décès, pour nous et pour sa famille aussi, pour lui donner ses souvenirs et pour ses enfants aussi. Ouais, c'était quelqu'un de très bien pour moi, de très apaisant, de bons conseils, de très gentil, assez discret, calme. Vraiment, pour moi, c'était une bonne personne. Après, il aimait bien les belles choses. Les belles choses, mais je veux dire, il n'avait pas besoin de flamber. Au printemps 2010, Sabrina et Fabrice da Silva sont conviés au second mariage de Ben. Ouais, il était beau. Hein, c'était magnifique. Ouais, c'était vraiment un beau mariage. C'était vraiment quelque chose de sympa, voilà, comme vous pouvez voir. C'était beau. Là, ça fait bizarre de revoir. C'est pour ça que c'est vraiment une incompréhension après tout ce qui est arrivé. Le drame va avoir lieu 6 mois plus tard. Le soir du 13 décembre 2010, les deux amis se retrouvent devant la maison de Fabrice da Silva vers 22h. Selon l'agent immobilier, les deux hommes parlent d'un logement à louer. Il devait venir me donner des clés et quelques papiers sur un appartement que je gérais à lui. Je récupère les clés, il me dit qu'il me donnera les papiers qui manquent un peu plus tard. Et de là, je ne l'ai plus jamais revu. Fabrice da Silva rentre chez lui, tandis que Ben repart seul en voiture. Il est le dernier à avoir vu son associé vivant. Il n'était pas inquiet. Il ne l'a pas laissé transparaître en tout cas.
qu'il allait faire même un rendez-vous ou quoi que ce soit. Je pensais qu'il rentrait chez lui. Ben prend la direction du stade de Noisy-le-Grand. Quelques heures plus tard, son cadavre est découvert par un passant. Allongé dans la neige près de sa voiture, il a été abattu d'un coup de fusil à pompe, puis achevé à coups de crosse sur la tête. L'arme du crime a été abandonnée sur les sièges. Seul l'ADN de la victime y est retrouvé. Rien n'a été volé dans le véhicule. Qui pouvait donc en vouloir à Ben Diawara? Après le crime, les enquêteurs s'orientent vers l'hypothèse d'un meurtre lié au passé de caïd de la victime. Ses proches sont interrogés par la brigade criminelle, mais cette piste ne mène vers aucun suspect. L'enquête piétine. Mais elle rebondit un an plus tard à la faveur d'une incroyable découverte, quand les enquêteurs apprennent que l'arme appartenait en fait à la victime. Et surtout, que quelques mois auparavant, Ben Diawara aurait demandé à Fabrice Da Silva de cacher cette arme. Il était en train de déménager, il était dans une grande maison et il allait dans un appartement beaucoup plus petit. Et il avait des affaires et il me dit, est-ce que tu peux garder un sac avec mes affaires de ski? Dans le sac, il y avait des affaires de ski et il y avait effectivement aussi un fusil. Il m'a laissé sous-entendre en gros que voilà, c'était un ancien caïd et qu'il avait besoin d'armes et que c'est, on va dire, pratique courante d'avoir une arme chez soi. Fabrice Da Silva nous montre l'appentis où l'arme avait été rangée, à l'époque, derrière des planches. Voilà, donc c'était ici qu'on avait entreposé l'arme. On l'avait mis, bon à l'époque il y avait des étagères, puis on l'avait posé dedans. Et elle est restée cachée combien de temps là à peu près? Ouais, pratiquement 3 semaines, un mois. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rendu à Ben. Il est venu la rechercher, j'ai redonné, il l'a pris dans son coffre, il est parti. Des explications peu convaincantes pour les enquêteurs. Fabrice Da Silva devient le suspect numéro 1. Il est placé en garde à vue. Et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise, car sur l'arme, ils découvrent un autre ADN, celui de Michael Touraine, un ami de Fabrice Da Silva qui le fait travailler de façon occasionnelle dans l'immobilier. Encore plus surprenant, l'homme en question habite à 5 minutes des lieux du crime. Et grâce au bornage des téléphones, les policiers apprennent que Da Silva s'est rendu chez Michael Touraine vers minuit, juste après l'assassinat. Les enquêteurs pensent à un coup monté. Michael Touraine est lui aussi placé en garde à vue. Il clame son innocence et affirme qu'il aurait touché l'arme accidentellement chez son patron, comme il nous l'a expliqué lorsque nous avons pu le joindre au téléphone. Certainement qu'il y a mon ADN dessus. Je suis pas quelqu'un qui me rappelle l'avoir touché. Bon, j'ai vu ça chez Fabrice, je lui ai fait la morale, j'ai halluciné, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fous avec ça? Et puis il m'a jamais dit que c'était l'arme de quelqu'un, il m'a dit c'est la sienne. Maintenant, pour quelle raison je l'aurais fait? Je l'ai jamais vu ce gars-là. Le gars il s'est fait descendre à 300 mètres de chez moi. C'est pas une enquête. C'est de l'hypothèse, c'est présumé, c'est terrible. Les enquêteurs imaginent un scénario. Fabrice Da Silva aurait-il confié ce fusil à Michael Touraine pour qu'il tue son associé? Mais il manque un mobile. Ils vont alors découvrir que les deux hommes ne disent pas toute la vérité. Car une nouvelle découverte va renforcer la thèse de la culpabilité de Fabrice Da Silva. L'agent immobilier aurait escroqué Ben Diawara en lui vendant un terrain hors de prix à Crécy-la-Chapelle. Il lui aurait par ailleurs emprunté 50 000 € qu'il aurait tardé à rendre. Selon les enquêteurs, Fabrice Da Silva, démasqué, aurait voulu se débarrasser de son associé. Le jeune homme, lui, nie tout en bloc. Moi, je n'avais aucune dette et on n'avait aucune dette ensemble. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ça ressort. Et même une dette de 50 000 €, c'est-à-dire pour effacer une dette de 50 000 €, je vais demander à mon ami de le liquider pour 50 000 €. La justice n'est pas convaincue par ces arguments. Fabrice Da Silva et son présumé complice Michael Touraine sont mis en examen pour assassinat et complicité d'assassinat. Ils sont incarcérés en mai 2012. Après 14 mois de détention provisoire,
ils sont remis en liberté. En attendant son procès, l'agent immobilier a rendez-vous chez son avocate. Bonjour, monsieur Dessila, vous allez bien? Comment allez-vous? Très bien, merci. Il y retrouve Roger-Marc Moreau, un spécialiste des contre-enquêtes criminelles et des erreurs judiciaires. Maître Sylvie Noakovic, son avocate, veut démontrer que la justice se trompe de coupable. Je trouve que l'enquête a été ficelée de manière maladroite. Pourquoi maladroite? Mais tout simplement parce qu'on s'est uniquement orienté vers M. Da Silva, uniquement. Le profil de M. Da Silva, casier judiciaire vierge, son éducation, font qu'il ne peut pas avoir commis ce meurtre dans les conditions qu'on connaît. Les défenseurs de l'agent immobilier pensent qu'une piste a été négligée, car ils ont découvert dans le dossier que l'ancien caïd assassiné avait caché à tout le monde qu'il était un important indicateur de police pour les affaires de stupéfiants. Ces informations ont permis de faire tomber plusieurs trafiquants de cité. Dans son appartement, Bandjougou Diawara conservait 4 photos de dangereux délinquants de Mantes-la-Jolie, issus des fichiers de la police. Du coup, son avocate et le détective veulent démontrer que le crime est lié à un règlement de compte. J'ai la conviction que c'est un crime de voyous, commis par des voyous, et non pas un problème d'un litige d'ordre commercial ou d'amitié. Il s'agissait d'une personne qui balançait, qui a envoyé en prison de nombreux voyous, des trafiquants de drogue très dangereux. Et il continuait de faire ce travail, il se savait recherché, condamné à mort. Il prenait d'infinies précautions, il dissimulait son adresse, il voulait faire déménager sa famille. Et je crois que son passé l'a rattrapé. Mais pour les juges de Bobigny, cette vengeance présumée est une vue de l'esprit. Au-delà des rumeurs, aucun élément concret dans le dossier ne permet d'étayer cette hypothèse. Pour l'assassinat de Bandjougou Diawara, Michael Touraine et Fabrice Da Silva encourent la réclusion criminelle à perpétuité.